La vie est comme une place pleine de voix, de regards et de gestes qui viennent de toutes parts. Certains montrent leur soutien, d'autres sont indifférents, et quelques-uns lancent des critiques ou des commentaires empoisonnés sans réfléchir à leur impact. Dans ce scénario, il est facile que les mots des autres s'incrustent comme des flèches et commencent à façonner la façon dont tu te vois toi-même, même s'ils n'ont rien à voir avec ta véritable valeur. C'est l'erreur. Prendre les choses personnellement, réagir à partir de la blessure et donner la paix mentale comme si elle était négociable. Le stoïcisme offre une alternative radicale. Reprendre le contrôle de ta réaction, apprendre à filtrer ce qui entre dans ton esprit et rester ferme, même lorsque le monde autour de toi essaie de te pousser vers son chaos. Il ne s'agit pas de construire un mur émotionnel qui t'isole, mais de forger une forteresse interne qui te permet de discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Parce que si chaque commentaire, chaque geste et chaque opinion externe réussit à te secouer, tu vivras en fonction de l'approbation ou du rejet des autres. Dans cette vidéo, l'intention n'est pas de t'apprendre à être indifférent, mais à être le maître absolu de tes réponses. À travers 8 leçons stoïciennes, tu vas apprendre comment protéger ta paix intérieure, comment transformer les critiques en outils pour ta croissance et comment rester imperturbable face au jugement des autres. Ce qui suit n'est pas une théorie vide, mais un ensemble de stratégies que tu pourras mettre en pratique dès maintenant pour que rien ni personne ne puisse te faire tomber et te rendre fort en toutes circonstances. 1. Libère-toi du besoin d'approbation. Chercher constamment l'approbation est comme essayer de remplir un puits sans fond avec les mains vides. Peu importe combien tu essaies, ce n'est jamais suffisant. Il manquera toujours un autre sourire, un autre compliment, un autre geste qui confirme que tu vas bien, que tu as de la valeur, que tu t'intègres. Mais quand ton estime de soi dépend de ces signaux externes, tu deviens un reflet déformé de ce que les autres attendent, pas de qui tu es vraiment. Ton identité devient fragile, malléable, vulnérable, et cela te rend une cible facile pour la manipulation émotionnelle. Le problème n'est pas seulement que tu te soucies de ce que pensent les autres, mais que tu laisses cela déterminer ce que tu fais, ce que tu dis, même ce dont tu rêves. Certains freinent leurs décisions par peur de décevoir, d'être jugés ou simplement de ne pas briser l'image que les autres ont d'eux. Ils se taisent pour plaire, s'adaptent pour s'intégrer, se perdent pour être acceptés. Mais dans ce processus, la seule chose qu'ils réussissent à faire est de se trahir eux-mêmes. Et quand tu te trahis pour l'approbation, ce que tu reçois ne comble pas, ce que tu gagnes ne reste pas, et ce que tu perds, parfois, ne se récupère plus. Le stoïcisme propose une vision complètement différente. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, tous étaient d'accord sur une chose. Si ta paix dépend de l'opinion d'un autre, alors tu n'as pas de paix. Parce que l'extérieur est volatile, il change sans préavis, il répond à des motivations que tu ne comprends souvent pas. Vas-tu mettre ta stabilité émotionnelle entre ses mains? Le véritable pouvoir n'est pas d'être approuvé, mais d'être cohérent avec toi-même. Quand ce que tu fais est aligné avec ce que tu penses et ressens, alors tu es complet. Même si tout le monde ne comprend pas. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas à expliquer chaque pas que tu fais. Tu n'es pas redevable au monde d'être toi. Et encore moins, tu es obligé de plaire pour être aimé. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu arrêtes de mesurer tes mots pour ne pas déranger. Tu arrêtes d'agir en fonction des applaudissements. Et tu commences à vivre selon ta propre conviction. Cela ne signifie pas que tu deviens arrogant ou insensible, mais que tu arrêtes enfin de demander la permission d'exister. Et oui, c'est inconfortable au début. On te traitera de froid, d'égoïste, de distant. Certains s'éloigneront même parce qu'ils ne pourront plus te contrôler avec leur affection dosée. Mais ce que tu perds en approbation, tu le gagnes en respect. Le respect de soi est le type d'autorité qui n'a pas besoin de cris ni d'explications. On le voit dans ton regard, dans ta posture, dans ton silence face à l'absurde. C'est le calme de savoir que tu es solide, que tu ne mendies pas l'affection, que ta voix ne tremble pas quand tu dis non.
Ce n'est pas facile à pratiquer, mais c'est possible. La prochaine fois que tu ressens de l'anxiété à cause de ce que quelqu'un pourrait penser, arrête-toi. Demande-toi si cette personne vit ta vie, si elle porte tes peurs, si elle connaît tes batailles. Si la réponse est non, alors elle n'a pas de pouvoir réel sur ton chemin. Si on te critique sans te connaître, laisse-les faire. Si on t'ignore sans raison, laisse-les faire aussi. Tout le monde n'est pas obligé de te comprendre, et tu n'es pas obligé de porter ce qu'il projette. Le jour où tu arrêteras de chercher l'approbation, tu découvriras une liberté qui ne peut pas être négociée, une tranquillité qui n'a pas besoin d'explication, et une force qui ne se construit pas avec des éloges, mais avec la vérité intérieure. À partir de là, tout change. Ta façon de parler, de choisir, de marcher, non pas par arrogance, mais par authenticité. Parce que lorsque tu n'as plus besoin d'être validé, tu deviens invulnérable au jugement vide. C'est alors que tu commences vraiment à vivre. 2. Maîtrise l'art de dire non avec fermeté. Accepter tout ce qu'on te demande, c'est comme ouvrir la porte de ta maison à n'importe qui passe dans la rue. Certains entrent avec respect, mais d'autres arrivent avec de la boue sur les chaussures, désordonnent ton espace et partent comme si de rien n'était. À la fin de la journée, c'est toi qui ramasses le désastre. Il en va de même lorsque tu ne sais pas dire non. Tu cèdes ton temps, ton énergie, ton attention, et tu te vides lentement, juste pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir, pour ne pas paraître égoïste. Mais ce silence déguisé en gentillesse n'est pas de la générosité, c'est de l'épuisement. Dire non ne devrait pas se sentir comme une culpabilité, mais comme un acte de clarté. Cependant, nous vivons dans une culture qui récompense le complaisant et punit le ferme. On s'attend à ce que tu sois disponible, que tu accèdes toujours, que tu dises oui, même quand tu es à bout de force. Mais la vérité est que chaque fois que tu dis oui par peur, tu trahis quelque chose d'important en toi. Peut-être dis-tu oui à la fatigue, oui au désordre mental, oui à la procrastination de ce qui compte vraiment. Et ce prix, c'est toi qui le payes. Du point de vue stoïcien, dire non n'est pas une agression, c'est une défense légitime de l'équilibre interne. Épictète l'aurait dit ainsi. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres demandent, mais nous pouvons décider de ce que nous donnons, parce qu'il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de choisir à partir de la raison, pas de la pression. Si quelque chose interfère avec ton but, tes valeurs, ta paix, alors il n'y a aucune obligation qui te lie. Dire non dans ces cas n'est pas seulement nécessaire, c'est sage. Beaucoup craignent le rejet qui suit un non, mais la vraie question est: préfères-tu perdre l'approbation de quelqu'un ou te perdre toi-même? Celui qui se fâche parce que tu poses des limites profitait du fait que tu n'en avais pas. Et si quelqu'un s'éloigne à cause de ta fermeté, c'est le signe qu'il n'était proche que tant que tu étais accommodant, pas authentique. Les vraies relations ne sont pas détruites par un non, elles se renforcent avec l'honnêteté. Cela dit, il ne suffit pas de dire non, il faut savoir comment le dire. Pas avec colère, ni sarcasme, ni ressentiment accumulé. On le dit avec respect, clarté et sans se justifier outre mesure. Tu n'as pas besoin de rédiger un discours. Un simple « je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas en accord avec moi en ce moment » suffit. Celui qui s'offense de cela n'écoute pas ta réponse, il écoute son attente brisée. Et ce n'est plus à toi de le réparer. Dire non est aussi un acte d'amour-propre. Parce que lorsque tu choisis à quoi dire non, tu décides à quoi tu dis oui. Chaque non que tu donnes à l'inutile est un oui que tu te donnes à toi, à ton repos, à tes projets, à ton bien-être. Les personnes qui se respectent le plus ne sont pas celles qui sont toujours là pour tout le monde, mais celles qui savent quand se retirer, quand se prioriser, quand défendre leur temps comme la ressource sacrée qu'il est. Au début, tu auras du mal. Tu te sentiras coupable, tu penseras peut-être que tu échoues. Mais avec le temps, tu découvriras que chaque non bien dit met de l'ordre dans ta vie. Que tes journées ne sont plus remplies d'engagements que tu ne veux pas, que tu commences à t'entourer de personnes qui comprennent ta valeur, pas de celles qui l'utilisent seulement. Et alors, ton énergie n'est plus gaspillée, elle est concentrée.
Ton attention n'est plus dispersée, elle est préservée. Ta vie cesse d'être une salle ouverte au chaos de tous et devient un espace que seuls ceux qui respectent tes limites peuvent habiter. C'est là la véritable force d'un non ferme. Il n'éloigne pas, il nettoie, il ne divise pas, il ordonne, et il ne t'affaiblit pas, il te protège. 3. Garde le contrôle émotionnel sous pression. Être sous pression, sans contrôle émotionnel, c'est comme conduire une voiture à toute vitesse avec des freins cassés. Tout va bien, tant que la route est dégagée. Mais il suffit d'un obstacle, d'un virage inattendu, ou d'un mot mal prononcé pour perdre le contrôle et s'écraser. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas entraîné. Tout semble en ordre, jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose de mal, fasse quelque chose de déplacé ou n'agisse tout simplement pas comme vous l'espériez. Alors vous explosez, vous vous énervez, vous dites des choses que vous regrettez plus tard et vous remettez le gouvernail de votre stabilité entre les mains des autres. La pression n'est pas le problème. Ce qui la rend destructrice, c'est la façon dont vous réagissez à elle. Et la plupart des gens réagissent impulsivement, à partir de la blessure, d'un esprit saturé. Ils se justifient en disant qu'ils ont passé une mauvaise journée, que l'autre l'a provoqué, qu'ils ne pouvaient pas se contrôler. Mais la vérité est que vous pouvez toujours, si vous entraînez votre esprit comme vous entraînez un muscle. Pas avec de belles théories, mais avec une pratique quotidienne, avec conscience dans le moment inconfortable. Le stoïcisme propose une approche différente de l'émotivité impulsive. Il ne dit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de l'observer. Il ne dit pas de nier votre colère, mais de ne pas lui donner le pouvoir de décider pour vous. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas ce qui se passe qui nous perturbe, mais l'opinion que nous avons de ce qui se passe. Et c'est là la clé. Le jugement que vous portez à ce moment-là détermine si vous perdez le contrôle ou si vous le maintenez. Si vous vous voyez comme une victime de la situation ou comme le maître de votre réaction. Garder son calme sous pression n'est pas un talent, c'est un choix. Mais pour pouvoir choisir, il faut d'abord un espace intérieur. Cette seconde avant de réagir est le moment où tout se joue. Et cet espace n'apparaît que lorsque vous entraînez votre attention, lorsque vous apprenez à respirer avant de répondre, lorsque vous savez reconnaître que le problème n'est pas la situation en elle-même, mais ce qu'elle a déclenché en vous. Le contrôle émotionnel ne vous rend pas froid, il vous rend fort. Parce qu'il ne vous empêche pas de ressentir, il vous permet de ne pas être emporté par ce que vous ressentez. Et cette différence change tout. Les personnes émotionnellement fortes ne sont pas celles qui ne ressentent pas de colère, de peur ou de tristesse. Ce sont celles qui ne permettent pas à ces émotions de prendre le volant. Et lorsqu'elles y parviennent, elles peuvent agir avec clarté, même au milieu de la tempête. N'attendez pas de perdre le contrôle pour vouloir le récupérer. Pratiquez-le au quotidien. Dans le trafic, lors d'une conversation inconfortable, à ce moment où quelqu'un dit quelque chose qui vous ferait normalement bondir, c'est votre entraînement, pas dans la théorie, mais dans le frottement quotidien. Observez votre réaction, nommez-la, respirez et choisissez. Vous pouvez échouer au début, mais chaque fois que vous essayez, vous renforcez le muscle qui soutient votre pouvoir interne. Être maître de vos émotions en période de pression est l'un des actes les plus puissants que vous pouvez accomplir. Parce que pendant que les autres crient, vous pensez. Pendant que les autres s'énervent, vous observez. Pendant que les autres perdent de l'énergie en réaction, vous la réservez pour les décisions. Et cela ne transforme pas seulement votre façon de vous rapporter au monde, cela change aussi la façon dont le monde réagit à vous. Parce que celui qui ne perd pas le contrôle impose le respect. Et celui qui sait garder son calme devient le centre où tout le reste s'équilibre. C'est la force qui ne fait pas de bruit, mais qui se ressent. Et c'est celle qui reste toujours. 4. Transforme la peur en ton moteur d'avancement. La peur est comme une alarme mal calibrée qui sonne même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. Elle t'arrête avant de traverser.
Elle te murmure des doutes lorsque tu es sur le point d'essayer quelque chose de nouveau. Elle te convainc que la sécurité est meilleure que le courage. Mais l'ironie est que cette voix ne cherche pas ta grandeur, elle cherche ton confort. Elle ne veut pas que tu échoues, mais elle ne veut pas non plus que tu grandisses. Et si tu n'apprends pas à la mettre à sa place, tu finis par vivre une vie conçue par l'anxiété et non par tes décisions. La plupart des gens ne craignent pas l'échec, mais ce que cet échec pourrait dire d'eux. Ils craignent de paraître faibles, maladroits, ridicules. Ils craignent de décevoir. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que le véritable échec est de rester paralysé, de voir le temps passer sans faire un pas à cause d'une peur qu'ils ne comprennent même pas complètement. C'est ce qui consume la vie, l'attente éternelle que la peur disparaisse pour alors agir. Mais cela n'arrivera pas. La peur ne disparaît jamais complètement. Ce qui change, c'est ta relation avec elle. Le stoïcisme ne propose pas d'éliminer la peur, il propose de la transformer. Sénèque le disait clairement, « Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. L'esprit amplifie les scénarios, déforme les risques, crée des monstres là où il n'y a que des ombres. Et si tu n'en es pas conscient, tu finis par fuir des choses qui ne se sont même pas produites. » La pratique stoïcienne consiste à observer cette peur, à la désarmer, à l'exposer et à la transformer en un signal de direction, pas de blocage. Parce que si quelque chose te fait peur et n'est pas une menace réelle, c'est probablement quelque chose que tu dois affronter pour grandir. La peur, bien canalisée, devient du carburant. Elle te pousse, te maintient en alerte, te force à te préparer. Ne la nie pas, ne la cache pas, ne la dissimule pas avec des phrases vides. Reconnais-la, dis « Cela me fait peur, mais j'y vais quand même. Cela me met mal à l'aise, mais cela ne m'arrête pas. » C'est ça le courage. Agir malgré la peur, pas en son absence. N'attends pas de te sentir prêt, car il n'y a pas de préparation qui élimine complètement l'insécurité. La seule chose qui te rend prêt, c'est l'action, l'essai, la chute, l'apprentissage. Chaque fois que tu choisis de bouger avec la peur, tu défies la narration interne qui t'a maintenu stagnant. Cette voix qui dit que tu ne peux pas, que ce n'est pas le moment, que quelqu'un le fera mieux que toi, commence à perdre de sa force. Parce que la peur se nourrit de l'inaction, mais quand tu bouges, même si tu trembles, tu l'affaiblis. Le corps commence à comprendre qu'il peut, qu'il survit, qu'il apprend. Et alors la peur cesse d'être le maître et devient un compagnon de route. Dans la vie réelle, presque tout ce qui vaut la peine fait peur. Parler avec sincérité, entreprendre quelque chose de nouveau, clore une étape, poser des limites, se montrer vulnérable, parier sur un rêve. Si tu attends de te sentir complètement en sécurité pour agir, tu resteras immobile pour toujours. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur, tu as besoin de bouger avec elle à tes côtés et de ne pas la laisser décider pour toi. C'est ça la maîtrise de soi. C'est ça le caractère. La peur n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est la paralysie qu'elle provoque lorsque tu ne la comprends pas. C'est pourquoi, chaque fois que tu ressens de la peur, regarde-la en face et demande-toi « Qu'est-ce que cela me signale que je n'ai pas encore affronté ? Quelle partie de moi a besoin de plus de courage ?» Parce que lorsque tu utilises la peur comme une boussole, tu découvres des chemins que tu évitais auparavant et des résultats que tu n'aurais jamais imaginés si tu continuais à te cacher. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent n'est pas la peur, c'est ce qu'ils font avec elle. Les premiers l'affrontent. 5. Forge une discipline que rien ne peut briser. La discipline est comme construire un mur pierre par pierre sous la pluie, sans applaudissements, sans témoins, sans promesses immédiates. Au début, il semble que rien ne change, que les progrès sont lents, que tout coûte le double. Mais si tu persévères, un jour tu te rends compte que ce mur te protège, te soutient, t'ordonne. C'est ce qui te sépare du chaos. Et sans ce mur, n'importe quel vent te renverse. Parce que peu importe combien de motivation tu as aujourd'hui, s'il n'y a pas de structure derrière, demain tu reviendras au point de départ. L'erreur de beaucoup est de penser que la discipline est rigidité ou souffrance. Mais ce n'est pas le cas. La discipline est une décision maintenue. C'est avoir si clairement ce que tu veux, que même quand tu n'as pas envie, tu fais ce qui est nécessaire.
non pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais que sans cet effort, il n'y a pas de véritable transformation. Tout le monde veut des résultats, mais peu sont prêts à répéter la même chose encore et encore, sans abandonner. Et c'est là que se fait la différence entre ceux qui construisent et ceux qui ne font que rêver. Le stoïcisme n'idéalise pas le confort. Sénèque l'a bien dit, celui qui évite l'effort s'affaiblit. La discipline stoïcienne ne repose pas sur des horaires stricts ou des listes interminables, mais sur la cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais chaque jour. Si tu dis vouloir la paix mentale, mais que tu réagis à tout, il n'y a pas de discipline. Si tu dis vouloir avancer, mais que tu procrastines chaque décision importante, il n'y a pas de discipline. Ce qui te rend fort, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu soutiens en silence, sans excuse. La vraie discipline commence là où les envies s'arrêtent. Parce que quand tout va bien, il est facile de se conformer. Ce qui est difficile, c'est de rester ferme quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand personne ne te regarde. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le caractère se forge. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de ne pas disparaître quand les choses se compliquent. Chaque jour où tu choisis d'agir, même si tu n'as pas envie, tu construis une version de toi plus stable, plus forte, plus préparée à résister à n'importe quelle pression. Il n'y a pas de progrès sans répétition. Celui qui change de direction chaque semaine, chaque fois que quelque chose dérange ou ne fonctionne pas instantanément, n'arrivera jamais nulle part en profondeur. La discipline est un engagement envers l'invisible. C'est faire ce que tu sais que tu dois faire, même s'il n'y a pas de résultats immédiats, même si l'environnement te distrait, même si personne ne le reconnaît. Parce que tu ne le fais pas pour les applaudissements, tu le fais pour la transformation interne que te donne le fait de rester ferme au milieu de la distraction généralisée. Et oui, il y aura des jours lourds, des jours où tu voudras abandonner, où tout en toi crie que tu arrêtes. Mais ce sont précisément ces jours qui comptent le plus. Parce que chaque fois que tu ne cèdes pas, tu envoies un message à ton esprit. Ici, c'est moi qui commande, pas mes excuses, pas mes émotions, pas mes caprices. C'est la racine de l'autodiscipline, savoir que ta valeur ne se mesure pas à tes impulsions, mais à ta constance face à elles. Une personne disciplinée n'a pas besoin de motivation externe, elle se déplace par décision. Elle ne se lève pas pour impressionner, elle se lève parce que sa parole a du poids. Sa routine n'est pas une cage, c'est sa structure de pouvoir. Et pendant que d'autres se perdent dans la recherche du plaisir immédiat, elle devient maîtresse de ses habitudes, de son énergie, de son chemin. Cette discipline, silencieuse mais ferme, est ce qui la rend imbattable. Il ne s'agit pas de faire beaucoup en un seul jour, il s'agit de faire ce qui est nécessaire tous les jours, même les plus difficiles. 6. Prends le contrôle absolu de tes décisions. Vivre sans assumer tes décisions, c'est comme monter dans un train sans demander où il va. Tu t'assieds, tu regardes par la fenêtre et tu espères que la destination sera favorable, mais tu n'as pas choisi l'itinéraire. Tu ne contrôles pas la vitesse et tu ne sais pas non plus qui le dirige. C'est ce qui arrive à celui qui traverse la vie en laissant les autres choisir pour lui. Il cède par peur, s'adapte par habitude, évite de confronter pour ne pas déranger. Puis, lorsque les choses ne se passent pas bien, il se sent frustré, coupable, piégé. Mais la vérité est que tu ne peux pas te plaindre du chemin si tu ne tiens pas toi-même le volant. L'acte le plus puissant qu'une personne puisse faire est de décider par elle-même. Ne pas décider sous la pression, ni sous la culpabilité, ni sous le besoin de plaire. Décider avec clarté, avec courage, avec la conscience que chaque choix, aussi petit soit-il, est une graine qui marquera ton chemin. Et le plus dangereux est de vivre comme si ces petites décisions n'avaient pas d'importance, comme si elles étaient des détails sans poids. Car ce sont celles qui définissent qui tu es quand personne ne te regarde. Le stoïcisme enseigne que le contrôle externe est une illusion, mais que la maîtrise interne est un choix. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font, mais tu peux contrôler ce que tu choisis face à cela.
Personne d'autre ne vit ta vie, personne d'autre ne porte tes conséquences, personne d'autre ne connaît ton histoire complète. Alors, pourquoi permettre que les décisions importantes soient entre les mains d'autres personnes? Il n'y a pas de véritable paix sans responsabilité. Et il n'y a pas de responsabilité sans courage. Prendre le contrôle de tes décisions n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. Cela signifie arrêter de blâmer tes parents, ton partenaire, le système, le passé. Non pas parce qu'ils n'ont pas influencé, mais parce que tu ne décides plus de rester attaché à cela. Cela signifie dire « j'ai choisi cela » avec toutes ses conséquences. Et quand quelque chose ne va pas, ne pas chercher d'excuses à l'extérieur, mais regarder à l'intérieur et apprendre. C'est le genre de pouvoir que personne ne peut te donner, mais que tu peux revendiquer à tout moment. Beaucoup évitent de décider parce qu'ils craignent de se tromper. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ne pas décider est aussi une décision. Et c'est presque toujours celle qui coûte le plus cher. Parce que quand tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et il le fera à partir de sa vision, pas de la tienne. Assumer tes décisions est risqué, oui, mais c'est aussi la seule façon d'avancer avec dignité. Je préfère me tromper à cause d'un choix personnel que de vivre en accomplissant un plan qui n'a jamais été le mien. Cela implique aussi de renoncer au confort du « je ne sais pas », du « je verrai », du « cela dépend de ce qui se passe ». Parce que ces pensées ne font que camoufler la peur d'échouer, la peur de perdre, la peur d'assumer les conséquences. Mais cette peur disparaît lorsque tu comprends que même tes chutes sont plus précieuses que les succès imposés par d'autres. La seule façon de façonner une vie significative est de prendre des décisions qui sont alignées avec toi, pas avec les attentes du monde. Et il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit d'assumer ta part avec courage, cette part qui te revient et qui, si tu ne la prends pas, restera vide. Lorsque tu assumes tes décisions, ton énergie change. Tu ne marches plus en te justifiant, tu marches avec une direction. Tu ne réagis plus à partir de l'insécurité, tu réponds à partir de la certitude. Et même si les choses ne se passent pas toujours comme tu l'espères, la tranquillité de savoir que c'est toi qui l'as choisi vaut plus que n'importe quel résultat, et c'est là que tu sens ce que c'est que de gagner. 7. Tire de la puissance de chaque faux pas que vous rencontrez. Trébucher dans la vie est comme tomber au milieu d'une rue bondée. La plupart se lèvent rapidement, se secouent rapidement la poussière et agissent comme si rien ne s'était passé, dans le seul but que personne n'ait remarqué l'erreur. Mais ce que peu de gens font, c'est de s'arrêter pour regarder ce qui les a fait tomber. Non pas par honte, mais par peur de découvrir que l'obstacle n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est ainsi que beaucoup vivent, en essayant de ne pas montrer la chute, mais sans rien apprendre de celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle ils trébuchent encore et encore sur les mêmes pierres. L'erreur n'est pas l'ennemi, la stagnation l'est. Ce qui vous freine vraiment, ce n'est pas l'échec, mais le refus de regarder en face la raison. Et si ce que vous cherchez est une croissance réelle, alors vous devez apprendre à voir chaque faux pas comme une opportunité déguisée. Une sorte de miroir inconfortable qui reflète les parties de vous que vous devez encore renforcer. Ce n'est pas ce qui se passe qui vous abat, c'est ce que vous décidez de ne pas traiter. La plupart des gens cherchent simplement à tourner la page rapidement, sans la lire, et ils manquent ainsi l'apprentissage. Le stoïcisme enseigne que nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Épictète le disait clairement, ce n'est pas l'événement qui vous blesse, mais votre jugement sur l'événement. Cette idée change tout. Si vous décidez qu'une chute est la fin, elle le sera. Mais si vous décidez que c'est un point de rupture qui vous oblige à regarder plus profondément, alors elle se transforme en une source de puissance. Ce changement mental est ce qui sépare ceux qui se relèvent avec plus de force de ceux qui continuent à tomber pour la même raison. Aucune leçon réelle n'arrive sans inconfort. Les moments les plus sombres n'apparaissent pas pour vous humilier, mais pour vous réorganiser. Parfois, vous devez tomber pour vous rendre compte que votre rythme était insoutenable, que votre direction n'était pas la bonne, ou que la raison pour laquelle vous faisiez les choses n'était pas aussi solide que vous le pensiez. Et ça fait mal, oui.
mais ça éclaire aussi. Parce que lorsque vous ne pouvez plus continuer comme avant, c'est alors que vous commencez à construire quelque chose de différent. Mais cela n'arrive que si vous vous arrêtez, si vous questionnez, si vous vous prenez en charge. Il ne sert à rien de blâmer l'autre, le destin ou la chance. Plus vous assumez rapidement votre part, plus vous trouverez rapidement l'enseignement. Parce que même quand ce n'était pas de votre faute, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Vous pouvez rester coincé dans la colère ou vous pouvez transformer cette énergie en clarté. Vous pouvez continuer à répéter combien tout était injuste, ou vous pouvez utiliser la douleur comme un élan vers votre prochain niveau. Transformer le faux pas en puissance est un acte conscient. Cela n'arrive pas seulement avec le temps. Cela arrive lorsque vous décidez que le coup n'a pas été vain. Lorsque vous ramassez les morceaux et les placez à un nouvel endroit, plus solide, plus sage. Chaque fois que vous faites cela, votre caractère se renforce. Non pas à partir de la perfection, mais à partir de la vérité. Parce que personne n'apprend autant que celui qui est tombé et s'est relevé les yeux plus ouverts. Et vous n'avez pas besoin de grandes défaites pour appliquer cela. Chaque petite erreur, chaque mauvaise décision, chaque mot lancé sans réfléchir peut devenir une leçon. Vous devez simplement être prêt à regarder, pas à justifier, à transformer, pas à cacher. La vie vous parle dans les faux pas, même si elle le fait d'une voix dure. Et si vous apprenez à l'écouter, vous vous rendez compte que chaque chute était en réalité une leçon déguisée en échec. C'est là que se forge le véritable pouvoir et évite les erreurs. 8. Désactive l'état d'esprit qui te rend faible. Il existe des façons de penser qui sont confortables, mais qui t'enchaînent lentement. Elles sont comme un vieux canapé dans lequel tu t'enfonces sans t'en rendre compte. Au début, cela semble être du repos, puis cela devient une prison. Et le plus dangereux, c'est que souvent tu ne sais même pas que tu es pris au piège. Parce que l'état d'esprit qui t'affaiblit ne crie pas, il murmure. Il te dit que tu ne peux pas, qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques, que tu devrais te contenter, que tu vas bien comme ça. Il se déguise en prudence, en réalisme, voire en humilité. Mais au fond, c'est de la peur enveloppée de jolis mots. Cette voix intérieure qui répète constamment que tu n'es pas assez, que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour bouger, n'est pas là pour te protéger, elle est là pour te maintenir petit. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu perds un peu de force, pas d'un coup, mais en silence, comme une fuite lente. La véritable faiblesse n'est pas de pleurer, d'avoir peur, d'échouer. La véritable faiblesse est de croire que tu ne peux rien faire pour changer. C'est de céder ton pouvoir sans combattre. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre dur comme une roche. Il cherche à ce que tu cesses d'être malléable comme le sable. Que tu ne t'adaptes pas à tout ce que l'environnement t'impose, que tu ne répètes pas les mêmes cycles simplement parce que tu t'y es habitué. Désactiver l'état d'esprit faible ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie cesser de vivre dominé par elles. Tout ce que tu ressens ne doit pas se transformer en action. Tout ce que tu penses ne doit pas être une vérité. Et tout ce que tu crains ne doit pas devenir ta limite. L'état d'esprit fort ne s'impose pas, il se cultive. Il se construit dans les moments où tu choisis d'agir malgré tes doutes, dans les jours où tu décides de continuer même si tu ne vois pas de résultat. Dans les situations où, au lieu de réagir, tu respires, observes et réponds depuis ton centre. C'est ça la véritable force, ne pas faire plus de bruit, mais te tenir quand tout en toi veut s'échapper. Il y a ceux qui ont passé toute leur vie à nourrir des pensées qui les limitent, qui ont appris à se taire, à plaire, à ne pas déranger, à éviter le conflit. Et avec le temps, cette attitude est devenue leur identité. Mais tu n'es pas ce que tu as appris par peur. Tu es ce que tu décides de faire avec ça maintenant. Désactiver l'état d'esprit faible, c'est remettre en question chaque idée qui t'a gardé immobile, chaque excuse que tu as répétée pour ne pas avancer, chaque histoire interne qui ne te sert qu'à justifier ton immobilisme. Le changement commence lorsque tu décides d'arrêter de protéger tes vieilles croyances. Lorsque tu reconnais que être fort n'est pas résister à tout, mais apprendre à voir clairement.
La clarté est le pouvoir, parce qu'elle te permet de choisir quelles pensées suivre et lesquelles rejeter, quelle voix interne nourrir et lesquelles faire taire, quelle version de toi nourrir tous les jours. Personne ne le fera pour toi. Personne ne te sauvera du jugement des autres, de tes émotions débordantes ou de tes pensées limitantes. Seul toi peux mettre de l'ordre, ériger ton mur de discipline, prendre la barre de tes décisions et désactiver cette partie de toi qui te freine quand tu as le plus besoin d'avancer. C'est le message, c'est l'invitation. Ne sois pas celui qui réagit impulsivement, sois celui qui choisit consciemment. Parce que lorsque tu comprends que rien de l'extérieur ne définit ta valeur, alors tu arrêtes de prendre les choses personnellement. Et tu commences enfin à vivre en paix avec toi-même. Une maison sans porte ne tarde pas à se transformer en champ de bataille. Tout entre, bruit, cris, destruction. C'est ainsi qu'un esprit non protégé fonctionne. Quand tu ne mets pas de limite interne, n'importe quel commentaire, n'importe quel geste, n'importe quel regard devient un tir direct à ton équilibre. Il ne s'agit pas de ce que font les autres, mais du pouvoir que tu leur accordes. Beaucoup vivent en réagissant à tout, s'épuisant de l'intérieur sans s'en rendre compte. Si quelqu'un ne répond pas à un message, ils se sentent rejetés. S'ils entendent une critique, ils la portent toute la journée. Ils cèdent de l'espace, de l'énergie, de l'attention, comme si leur paix était quelque chose de jetable. Et tout cela pour une raison, ils n'ont jamais appris à la défendre. Protéger la paix intérieure est une discipline, pas un idéal, pas une belle phrase, mais une décision ferme que l'on prend chaque jour. Garder son calme n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la maîtrise. Et cela ne signifie pas avaler ses émotions, mais apprendre à les canaliser sans les laisser te gouverner. Parce que quand les émotions te contrôlent, tu n'es plus celui qui décide. C'est la peur qui réagit, c'est la colère qui réagit, c'est la blessure qui n'a jamais cicatrisé qui réagit. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, elle vient te réveiller, parce que le chaos ne disparaît pas par magie. Ce qui change, c'est ton attitude face à lui. Nous ne sommes pas là pour nier les conflits, mais pour t'apprendre comment ne pas être emporté par eux. À partir de maintenant, nous allons construire une pratique stoïque, puissante et réelle. 8 leçons qui ne restent pas théoriques. 8 stratégies pour que tu reprennes le contrôle, renforce tes limites mentales et nettoie ton espace émotionnel. Ce qui est en jeu n'est pas mineur. Où tu apprends à protéger ta paix ou tu continues à la donner au premier venu qui croise ton chemin. Et cela se termine aujourd'hui. 1. Apprenez à dire non sans culpabilité et sans explication. Une clé qui ouvre toutes les portes perd sa valeur. Elle ne protège rien, elle ne choisit pas, elle ne fait pas de distinction entre ce qu'elle garde et ce qu'elle donne. C'est ainsi que se comporte celui qui dit oui à tout par peur de déranger, par crainte de ne pas être aimé, par habitude de se remettre à plus tard. Chaque fois que vous acceptez sans le vouloir, chaque fois que vous expliquez trop, chaque fois que vous avalez votre malaise pour plaire, vous cédez quelque chose qui vous appartient, votre espace, votre énergie, votre temps, votre paix. La plupart des gens pensent que dire non nécessite une justification, comme si leur repos, leur attention ou leur bien-être devaient être défendus par des arguments. Mais celui qui passe son temps à justifier chaque limite qu'il pose finit par demander la permission d'exister. Et il ne s'agit pas d'être dur ou de se fermer au monde, mais de retrouver la dignité de votre propre jugement. Parce que si vous ne mettez pas de l'ordre, le monde entre et désordonne. Si vous ne décidez pas à quoi vous vous consacrez, vous finissez par vous consacrer à tout ce qui arrive avec assez de force. Dire non sans culpabilité n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect pour soi-même. C'est reconnaître que votre énergie est finie, que votre santé mentale a une limite, que votre paix n'est pas à vendre. Le stoïcisme n'enseigne pas à vivre en complaisance, il enseigne à vivre avec intention. Marc Aurèle parlait d'agir conformément à sa propre nature, non pas conformément à l'approbation des autres. Sénèque mettait en garde contre l'usure de celui qui essaie de plaire à tout le monde. Parce que ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-abandon déguisé en bonté.
Beaucoup se sentent coupables de refuser quelque chose parce qu'ils confondent l'amour avec la soumission, l'empathie avec le sacrifice constant. Mais le véritable amour commence par ne pas se trahir. Et si quelqu'un se sent offensé parce que vous prenez soin de votre bien-être, ce n'est pas de l'amour qu'il attend de vous, c'est du contrôle. Apprendre à dire non, c'est rompre cette chaîne. C'est arrêter de justifier votre présence, vos décisions, vos limites. C'est regarder dans les yeux sans baisser la voix, sans embellir, sans vous excuser de vivre avec fermeté. Vous n'avez pas besoin d'explications éternelles. Un non clair suffit lorsque votre vie a une direction. Si chaque fois que vous fixez une limite, vous avez l'impression de devoir faire un discours, c'est parce que vous ne croyez pas encore que vous avez le droit de vous protéger. Et oui, au début, ça fait mal. Ça dérange. Parfois, ça vous laisse même seul. Mais cette solitude est beaucoup plus saine que la compagnie qui exige votre reddition comme prix. Dire non sans culpabilité est aussi une façon de filtrer votre environnement. Celui qui s'éloigne parce que vous ne pouvez plus tout lui donner n'a jamais été là pour vous, mais pour ce que vous offriez. Cette purge, bien qu'elle fasse mal, nettoie votre vie. Parce que les bonnes personnes n'ont pas besoin que vous vous expliquiez pour vous respecter. Elles comprennent votre silence, acceptent votre absence, reconnaissent votre limite comme un signe d'intégrité. Celui qui n'apprend pas à dire non vit épuisé. Il se vide quotidiennement à l'intérieur tout en feignant la force à l'extérieur. Celui qui apprend, en revanche, commence à se reconstruire. Il récupère du temps, de la clarté, de l'identité. Parce que derrière chaque oui automatique que vous donniez auparavant, se cachait un non à vous-même. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui commence l'entraînement. Et la première leçon est simple. Si votre paix intérieure vous importe, vous devrez la défendre. Et cela implique de décevoir certains. Mais mieux vaut décevoir les autres que de continuer à vous décevoir vous-même. C'est ainsi que l'on construit le respect. C'est ainsi que l'on reprend le contrôle. C'est ainsi que l'on commence à marcher en liberté. 2. Retire-toi sans prévenir de ce qui ne te nourrit plus. Il y a des silences qui ne s'expliquent pas, ils ne font que s'exécuter. Disparaître de certains lieux, relations ou habitudes ne vient pas toujours avec un préavis, ni avec des discours d'adieu. Parfois, la décision la plus sage est de partir sans bruit, sans drame, sans permission. Parce que quand quelque chose cesse de te nourrir, continuer est une forme élégante d'autodestruction. Il ne faut pas une dernière conversation pour justifier ton départ. Il faut du courage pour accepter qu'il n'y a plus rien à chercher là. Tout ce que tu as partagé avec quelqu'un ne doit pas être conservé par nostalgie. Tout ce que tu as fait par habitude ne mérite pas de continuer à occuper de l'espace dans ta vie. Beaucoup ne partent pas parce qu'ils attendent un signe, une excuse externe, une trahison claire. Mais parfois, il n'y a pas d'explosion. Juste une usure lente, subtile, constante. Tu te rends compte que cet endroit ne t'inspire plus, que cette personne ne t'écoute plus, que cette routine n'a plus d'âme. Et pourtant, tu restes. Tu te convaincs que c'est temporaire. Tu t'accroches à un souvenir, à une ancienne version de quelque chose qui a déjà changé pour toujours. Le problème n'est pas que quelque chose se termine, c'est que tu refuses de l'accepter. Et pendant ce temps, ton énergie se filtre dans des conversations vides, dans des efforts qui ne sont pas réciproques, dans des cercles qui tournent au même point. Ta paix intérieure commence à se détériorer, non pas à cause de quelque chose de grand, mais à cause de l'accumulation. Le corps se fatigue, l'esprit se brouille, le cœur devient indifférent. Et le plus dangereux de tout, tu t'y habitues. Tu crois que c'est ta place, quand en réalité, c'est ton signal pour partir. Te retirer n'est pas une défaite, c'est une victoire invisible. C'est comprendre que continuer à insister t'éloigne de toi, que protéger ton bien-être émotionnel implique de fermer des cycles sans scandale. Le stoïcisme ne défend pas l'attachement, il défend la clarté. Zénon ne parlait pas de rester là où l'on souffre sans raison, mais de se déplacer avec dignité. Marc Aurèle écrivait sur la transitoire de tout, y compris de nos propres émotions. Rester dans ce qui ne te fait plus grandir va à l'encontre de cette sagesse. Et non,
Tout le monde ne comprendra pas ton silence. Certains le prendront comme une trahison, comme une froideur, comme un manque d'engagement. Mais c'est leur interprétation, pas ta réalité. Tu sais ce que tu as vécu, ce que tu as donné, ce que tu as toléré. Tu n'es pas obligé de t'expliquer à ceux qui ne t'écoutent que lorsque tu parles leur langue. Le véritable respect commence lorsque tu choisis ta paix sur le besoin d'être compris. Retire-toi sans regarder en arrière. Non pas pour punir quelqu'un, mais pour guérir ce qui ne guérissait pas pendant que tu étais là. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque tu oses les fermer de l'intérieur. Il y a de nouvelles opportunités qui n'arrivent que lorsque tu libères l'espace occupé par les anciennes. Et oui, ça peut faire mal. Le détachement n'est pas toujours romantique. Parfois, il vient avec de la culpabilité, du doute, des moments de solitude profonde. Mais tout cela fait partie du prix à payer pour vivre avec vérité. Si quelque chose ne te nourrit plus, tu n'as pas besoin de rester pour le vérifier pour la 10e fois. Tu ne devrais pas non plus attendre qu'il devienne toxique pour avoir la permission de partir. Le point de rupture n'est pas toujours visible, mais tu le sens, tu le sais. Tu ne veux juste pas l'accepter. Et repousser l'inévitable ne fait que retarder ton processus de reconstruction. Tu n'es pas né pour soutenir ce qui s'effondre tout seul. Tu n'es pas venu pour servir d'ancre à des bateaux qui se sont déjà éloignés. Ton énergie n'est pas faite pour alimenter ce qui ne répond plus. 3. Filtre ton environnement avec intelligence émotionnelle. Tout ce qui brille n'est pas or, ni tout ce qui t'entoure mérite de rester. Une rivière ne coule pas en traînant des déchets indéfiniment. S'il n'y a pas de filtre, l'eau se contamine. Il en va de même pour toi. Si tu ne filtres pas ton environnement, ton esprit se remplit de pensées étrangères, d'émotions empruntées et de conflits qui n'ont jamais été les tiens. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre en fonction du bruit que les autres génèrent. Tu perds ton centre en essayant de t'intégrer, d'être accepté, de maintenir des liens qui n'existent que parce que tu as oublié de lâcher prise. Filtrer n'est pas rejeter le monde, c'est protéger ton équilibre. C'est comprendre que tout le monde ne peut pas t'accompagner là où tu vas, que toute conversation n'est pas constructive, que toute compagnie ne console pas. Beaucoup confondent proximité avec valeur. Ils pensent que parce que quelqu'un est présent, il mérite d'avoir une influence sur ta vie. Mais la proximité sans conscience n'ouvre que des portes à l'invasion émotionnelle. Et celui qui ne sait pas filtrer vit en portant ce qui ne lui appartient pas, frustrations étrangères, critiques déguisées en conseils, drames recyclés qui se répètent comme si tu étais responsable de les résoudre. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à sourire tout le temps ou à feindre le calme. C'est savoir reconnaître ce qui t'affecte, ce qui te motive et ce qui te stagne. C'est regarder clairement qui apporte et qui exige seulement. L'environnement influence plus que tu ne le penses. Si tu es entouré de plaintes, de négativité, de jugements constants, cela finit par modeler ta perception. Et si tu n'es pas attentif, tu commences à penser comme eux, à ressentir comme eux, à voir la vie à travers les mêmes filtres brisés. Le stoïcisme parle de l'entraînement de l'esprit, mais aussi de la protection de l'environnement qui l'entoure. Marc Aurèle n'écrivait pas au milieu des foules. Sénèque ne cherchait pas la validation à chaque phrase. Tous deux savaient que l'environnement sans critères peut devenir un ennemi silencieux. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette sélection est urgente. Non par arrogance, mais par santé mentale. Non par supériorité, mais par survie émotionnelle. Tu n'es pas obligé de laisser tout le monde entrer dans ta vie simplement parce qu'ils frappent à la porte. Commence à observer. Qui ne te parle que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Qui te vide après chaque conversation? Qui t'interrompt lorsque tu veux grandir? Qui se moque lorsque tu fixes une limite? Ce n'est pas un hasard, ce sont des signes, et chacun d'eux te montre par où ton énergie s'échappe. Celui qui ne t'écoute pas quand tu parles sérieusement ne mérite pas ton silence quand tu te tais par respect. Celui qui exige une disponibilité constante ne comprend pas ce que signifie la réciprocité. Filtrer, c'est aussi apprendre à dire non, à lâcher des relations basées sur le passé et non sur le présent. C'est accepter que certains liens ne sont pas morts, ils ont simplement cessé d'avoir un sens.
Et tu n'as pas besoin de détester quelqu'un pour arrêter de l'avoir près de toi. Il suffit de reconnaître que le cycle est terminé, que ta croissance dérange, que ta nouvelle façon de penser ne correspond plus à leurs besoins de conflit. Et c'est bien, tu n'es pas obligé de reculer pour maintenir la paix. Il ne s'agit pas non plus de vivre isolé. Il s'agit de choisir avec qui tu partages ton temps, tes idées, ta vulnérabilité. Parce que si tout le monde a accès à toi, ta valeur se dilue. Apprends à discerner. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Certains sont là juste pour interrompre ton processus. D'autres, pour te rappeler à quel niveau tu étais quand tu ne te connaissais pas bien. La vie se transforme lorsque tu choisis ton environnement avec conscience. Non par confort, mais par respect pour ce que tu construis en toi. Protéger ta paix, c'est aussi nettoyer ton environnement. 4. Arrête de réagir à tout ce qui cherche à te provoquer. Le feu ne s'éteint pas en y versant de l'essence. Et pourtant, c'est ce que tu fais chaque fois que tu réponds à une provocation. Chaque fois que tu te laisses entraîner par une critique inutile, un commentaire malveillant, un regard chargé de jugement, tu deviens du combustible pour le jeu des autres. Et le pire, c'est que tu le fais en croyant que tu défends ta vérité, alors qu'en réalité, tu perds le contrôle que tu as tant de mal à construire. Réagir impulsivement, c'est donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de décider comment tu te sens et comment tu agis. C'est permettre à quelqu'un d'autre de tirer ta paix au même niveau où il est déjà piégé. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas une défense, toute provocation n'est pas un appel à la guerre. Il y a ceux qui cherchent simplement à projeter leur chaos parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur vide. Des gens qui ne supportent pas de voir le calme chez les autres parce qu'en eux-mêmes, il n'y a que du bruit. Alors ils lancent leurs flèches, tendent l'atmosphère, cherchent le point exact où ça fait mal. Et si tu n'es pas éveillé, tu tombes. Tu leur donnes exactement ce qu'ils cherchent, ta réaction. Et avec ça, ils gagnent du pouvoir sur toi. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce que tu as décidé d'abandonner ton centre. La maîtrise de soi émotionnelle ne se construit pas en évitant le conflit, mais en décidant consciemment ce qui mérite ton énergie. Parce que chaque bataille que tu choisis de mener a un prix. Et certaines ne valent pas le premier mot. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais ton interprétation. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te provoque, le véritable dommage ne vient pas du fait lui-même, mais du jugement que tu portes sur lui. Et si ton jugement est faible, toute offense te secoue. Mais si ton jugement est ferme, rien ne te bouge sans ton permission. Il y a des moments où le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas répondre, de regarder avec sérénité celui qui crie, de garder le silence quand on s'attend à ce que tu exploses, de rester immobile quand on cherche à te faire vaciller, non pas par soumission, mais par stratégie, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que parfois, ignorer est la façon la plus percutante de montrer que personne n'a accès à ton équilibre sans ton consentement. Celui qui réagit à tout s'épuise. Celui qui choisit quand et comment répondre conserve sa force. Le problème, c'est qu'on t'a appris que ne pas répondre, c'est perdre. Que si tu ne te défends pas, tu passes pour faible. Que le silence est lâcheté. Mais cela ne s'applique que lorsque ton identité est basée sur la validation externe. Lorsque tu vis en fonction de ce que pensent les autres, le moindre geste de quelqu'un d'autre devient une menace, et cela te rend fragile. Mais lorsque tu vis avec clarté, tu sais que tu n'as rien à prouver. Ta paix parle pour toi, ton attitude parle pour toi. Ton indifférence, bien dirigée, peut être plus percutante que 1000 mots. Il ne s'agit pas de devenir une pierre, mais de savoir distinguer ce qui mérite d'être traité de ce qui cherche simplement à t'entraîner. Tu n'es pas obligé de te justifier face à chaque critique, ni de t'engager dans des discussions qui cherchent simplement à t'épuiser. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu affirmes ton pouvoir. Tu dis « Tu ne me contrôles pas, tu ne me définis pas, tu ne mérites pas ma réaction ». Le calme dans un monde qui vit en réagissant est une forme de rébellion. C'est une déclaration d'autonomie. Et cela s'entraîne. Cela se travaille au quotidien. Dans cet instant où tu pourrais crier «
mais tu choisis de respirer. Dans cette seconde où tu pourrais exploser, mais tu décides de te retirer. Non pas par lâcheté, mais comme un signe que celui qui maîtrise son esprit n'a rien à prouver. 5. Entraîne ton esprit à ne pas être otage de la pensée. Une cage n'a pas besoin de barreaux pour piéger quelqu'un. Parfois, une idée répétée 1000 fois suffit, une croyance mal apprise, une histoire interne que personne ne remet en question. Et lorsque l'esprit n'a pas été entraîné, il devient cela, une prison invisible qui t'accompagne partout. Parce que tu n'as pas besoin d'ennemis externes si tu as déjà des pensées qui te sabotent de l'intérieur. Il n'y a pas de paix possible lorsque ta tête est un champ de bataille constant. Il n'y a pas de calme si tu vis pris dans des boucles mentales qui répètent la même chose sans te donner de réponse, seulement de l'anxiété. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ils sont pris en otage par leur propre dialogue intérieur. Non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce qu'ils se racontent à eux-mêmes sur ce qui se passe. L'esprit non entraîné invente des drames, exagère les problèmes, revit les scènes encore et encore. Une dispute de 5 minutes devient un film de 2 jours. Une erreur du passé devient un argument pour se détruire pendant des semaines. La peur, la culpabilité, le doute ne viennent pas du monde, ils viennent de la pensée incontrôlée. Et si tu ne prends pas le contrôle, ces pensées commencent à définir ta réalité. Le stoïcisme ne demande pas que tu élimines les émotions, il demande que tu les observes sans te laisser emporter. Il ne dit pas que tu arrêtes de penser, il dit que tu arrêtes de croire tout ce que tu penses. Marc Aurèle écrivait que nous ne devons pas être esclaves de nos passions, et cela inclut aussi les passions mentales. Parce qu'un esprit qui ne se remet pas en question devient un tyran silencieux. Il te vole de l'énergie. Il obscurcit ta perception, il te fait agir sur l'impulsion plutôt qu'à partir de la clarté. Entraîner l'esprit n'est pas un acte mystique ni un luxe pour les jours de congé. C'est une nécessité quotidienne si tu veux vivre en paix. Cela signifie s'arrêter avant de réagir, observer la pensée avant de la croire, faire une pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Parce que cette pause est où naît ta liberté. Là, tu décides si tu continues à répéter les mêmes réponses de toujours, ou si tu choisis une nouvelle posture, plus ferme, plus consciente, plus toi. Quand tu n'entraînes pas ton esprit, tu finis par croire que tout ce qui te vient à l'esprit est vrai. Si une pensée te dit « tu n'es pas assez », tu l'acceptes. Si elle te rappelle une erreur, tu la revis. Si elle te projette un avenir tragique, tu le prends pour acquis. Mais rien de tout cela n'est réel jusqu'à ce que tu l'acceptes sans le filtrer. C'est pourquoi l'entraînement mental commence par le questionnement. Est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que cela me sert? Est-ce que cela me fait grandir? Ou est-ce que cela me limite? Si tu ne passes pas tes pensées par ce filtre, tu seras leur otage même quand tout est calme à l'extérieur. La pensée peut être un outil ou un châtiment selon la façon dont tu l'utilises. Il ne s'agit pas de penser moins, mais de penser mieux, de diriger l'esprit plutôt que d'être dirigé par lui, d'observer le chaos sans devenir le chaos. Parce que lorsque tu entraînes ton focus, tu peux traverser des tempêtes sans que ta tête ne devienne un ouragan. Tu peux ressentir la peur sans qu'elle ne devienne de la panique. Tu peux te souvenir sans rester coincé dans le passé. Personne ne va entrer dans ton esprit pour l'organiser à ta place. C'est ta responsabilité. Tout comme tu entraînes ton corps pour résister, tu entraînes ta pensée pour ne pas abandonner. Avec la méditation, la réflexion, la pleine conscience. Non pas pour effacer ce qui fait mal, mais pour le traiter avec clarté. Non pas pour éviter l'inconfort, mais pour ne pas l'agrandir avec des pensées inutiles. Un esprit entraîné n'est pas un esprit vide, c'est un esprit stable, capable de voir la peur sans céder, de ressentir l'émotion sans devenir esclave, de penser oui, mais sans tomber en otage. 6. Maintiens ton calme sans demander la permission. Il ne faut pas une tempête pour couler un bateau. Parfois, il suffit que le capitaine perde le contrôle du gouvernail. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu cèdes ton calme à ce qui se passe à l'extérieur.
Peu importe à quel point la mer semble sereine si la panique règne en toi. Parce que la vraie paix ne dépend pas du climat extérieur, mais de ta capacité à te maintenir lorsque tout commence à tourner. Celui qui n'apprend pas à maîtriser son centre vit en réagissant à l'environnement comme une marionnette. Si l'autre crie, tu cries. Si l'autre part, tu te brises. Si l'autre presse, tu te troubles. Et à la fin, tu ne sais plus qui prend les décisions dans ta vie. Maintenir le calme n'est pas éviter les conflits, ni vivre dans un faux état zen. C'est choisir de ne pas devenir le reflet du chaos des autres. C'est voir que tout peut être en feu autour de toi et pourtant rester lucide. Et cela ne se fait pas en attendant que les autres se comportent comme tu le souhaiterais. Cela se fait lorsque tu arrêtes de demander la permission d'être en paix, lorsque tu n'as plus besoin que le monde soit en ordre pour te sentir entier. Lorsque tu comprends que ton calme ne dépend pas de l'extérieur, mais du muscle intérieur que tu as appris à renforcer avec les années, les coups, les décisions difficiles. Le problème est que beaucoup pensent que rester calme est synonyme d'abandon, que si tu ne cries pas, tu perds, que si tu ne discutes pas, tu te soumets, que si tu n'entres pas dans le feu, tu évites. Mais ce n'est pas le cas. Garder son calme est une façon de répondre depuis le contrôle, pas depuis la soumission. Tu ne choisis pas le silence parce que tu n'as pas de voix, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse. Tu ne recules pas par peur, mais parce que tu comprends que ton énergie ne doit pas être dépensée à prouver quoi que ce soit. Le stoïcisme l'exprime clairement. Ta paix est ta responsabilité. Marc Aurèle disait que si quelque chose te perturbe, ce n'est pas la chose en soi, mais l'opinion que tu as d'elle. Et si cette opinion n'est pas remise en question, tu finis esclave de tes réactions. Maintenir le calme est donc un exercice d'intelligence. Cela signifie avoir la force de ne pas céder à chaque impulsion, la vision de ne pas répondre au premier coup émotionnel, et la fermeté pour marcher au milieu du bruit sans laisser le bruit marcher avec toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer à personne pourquoi tu n'as pas explosé, pourquoi tu ne t'es pas impliqué, pourquoi tu n'as pas suivi le jeu. Celui qui s'attend à te voir brûler quand tout est tendu ne cherche pas à comprendre, il attend un spectacle. Ta sérénité dérange ceux qui ne savent pas être en paix. Ils sont déconcertés, parce qu'ils dépendent de l'environnement pour se sentir en contrôle. Mais tu n'es plus à cet endroit. Tu as appris à observer sans réagir, à prendre du recul sans te sentir coupable, à agir en conscience sans avoir à te justifier. Et non, tu n'y arriveras pas toujours. Il y a des jours où tout te touche plus profondément, des jours où il est plus difficile de respirer profondément, où le corps se tend, où l'esprit veut répondre comme avant, mais c'est là que commence le vrai travail. Pas dans la facilité, mais dans la réalité. Dans ces moments où tu pourrais crier, mais tu choisis de te taire, où tu pourrais attaquer, mais tu choisis d'attendre. Parce que c'est là que se mesure la force. Pas quand tout est calme, mais quand tu es le calme. Maintenir ta paix n'est pas une stratégie pour plaire, c'est une affirmation de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas laisser tes émotions prendre le volant. Il ne s'agit pas d'être intouchable, mais de savoir quand agir et quand observer. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est ce qui te sépare du chaos. Le calme n'est pas un privilège. 7. Protège ton énergie comme si elle était sacrée. Un téléphone peut avoir la meilleure technologie, mais sans batterie, il ne sert à rien. Ton corps est pareil, ton esprit aussi. Ton énergie est cette ressource invisible qui détermine comment tu vis, comment tu réagis, ce que tu tolères et même quels rêves tu peux construire. Et pourtant, beaucoup la donnent comme si elle était infinie. Ils se lèvent épuisés et pourtant offrent le peu qu'ils ont à des personnes qui ne savent qu'exiger, à des activités qui ne comblent pas, à des environnements qui polluent, comme si leur vitalité n'avait pas de valeur, comme si l'épuisement émotionnel faisait partie du prix à payer pour être accepté. Mais celui qui ne protège pas son énergie se perd, pas d'un coup, mais petit à petit. Il cède d'abord son temps, puis sa voix, ensuite sa clarté. Et un jour, il se réveille sans motivation, sans enthousiasme, sans force.
non pas parce qu'il n'a pas la capacité, mais parce qu'il a oublié quelque chose d'essentiel. Tout ne mérite pas d'avoir accès à ce qui te recharge. Tout ne mérite pas de présence, d'attention, d'espace. Il y a des personnes qui n'ajoutent rien, elles absorbent seulement. Il y a des habitudes qui n'apaisent pas, elles anesthésient seulement. Et il y a des routines qui semblent nécessaires, mais en réalité, elles ne font que t'éloigner de toi. Le stoïcisme ne parle pas seulement de pensée, il parle aussi d'action sage, de gérer ce que tu as pour que tu ne vives pas vidé émotionnellement. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'essentiel est peu de choses. Et parmi ces quelque chose, l'énergie que tu as chaque jour est l'une des plus sacrées. Tu ne peux pas vivre en paix si tous les jours tu t'entoures de ce qui te vole ta paix. Tu ne peux pas avancer si tous les jours tu donnes ta force à ce qui ne fait que t'ancre. C'est simple, mais pas facile. Parce que cela nécessite de prendre des décisions inconfortables, de poser des limites, de décevoir ceux qui se nourrissent de ton épuisement. Il y a des relations qui n'existent que parce que tu ne sais pas dire stop. Des conversations qui continuent parce que tu ne sais pas les clore. Des obligations que tu remplis parce que tu crois encore que prendre soin de tout le monde est ton devoir. Mais prendre soin de tout le monde au détriment de toi-même n'est pas de la noblesse, c'est de l'abandon. Et cela, avec le temps, devient une maladie. Ton corps commence à protester, ton esprit est saturé, ton esprit s'éteint, parce que tu es déconnecté de la seule chose qui peut te maintenir debout, ton énergie vitale. Apprends à observer ce qui te diminue, une réunion inutile, une critique que tu permets, une personne qui arrive toujours avec des charges et jamais avec du soutien. La liste est devant toi tous les jours, mais tu ne la regardes pas parce que tu préfères éviter le conflit. Mais éviter le conflit externe ne devrait pas signifier en provoquer un interne. Quand tu dis oui à tout ce qui te vide, tu dis non à ton bien-être. Et cela, aussi silencieux soit-il, s'accumule. Protéger ton énergie, c'est commencer à te traiter comme quelqu'un qui compte. C'est reconnaître que tu n'as pas à donner tout ce que tu as pour être valable. C'est savoir que ta présence a de la valeur. Et c'est pourquoi elle ne peut pas être partout. C'est sélectionner avec intention. C'est fermer des portes, s'éloigner sans culpabilité, dire « pas aujourd'hui ». Parce que quand tu te respectes à ce niveau, les autres apprennent aussi à le faire. Et ceux qui ne comprennent pas, simplement ne devraient pas être si proches. Ton énergie ne se récupère pas seulement en dormant. Elle se récupère avec des décisions, avec de la clarté, avec des limites. Et quand tu apprends à la traiter comme quelque chose de sacré, tout change. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que tu ne te donnes plus à n'importe quoi. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui survit à la journée et quelqu'un qui l'habite avec force, direction et pouvoir intérieur décidera de ce qu'il fera à l'avenir. 8. Construis la paix intérieure au milieu du chaos. La tranquillité ne se trouve pas, elle se construit, comme celui qui élève un refuge au milieu du désert, sans garantie d'ombre, sans promesse de pluie, seulement avec la certitude que s'il ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Parce que la vie n'attend pas que tout soit en ordre pour te donner un répit. Elle ne va pas cesser de bouger, d'exiger, de te tester. Et si ta paix dépend de la perfection extérieure, alors tu es condamné à vivre en ruine, en attendant qu'un élément externe répare ce que seul toi peux commencer à construire de l'intérieur. Le chaos n'est pas l'ennemi, il fait partie du chemin. Ce qui peut te détruire, c'est la façon dont tu l'affrontes. Certains réagissent avec des plaintes, de la colère, de la fuite. D'autres y font face avec un calme qui ne vient pas de l'extérieur, mais d'une décision interne. Parce que la paix intérieure n'est pas un silence absolu. C'est savoir garder la clarté même lorsque le monde crie. C'est avoir des racines si profondes que même le vent le plus fort ne peut t'arracher. C'est te soutenir quand il ne reste plus d'excuses, quand tout semble instable, quand personne d'autre ne le ferait pour toi. Le stoïcisme ne promettait pas une vie sans problème. Il promettait un esprit capable de les traverser sans s'effondrer. Épictète le disait fermement.
Ne choisis pas ce qui t'arrive, choisis comment tu réponds. Et construire cette réponse nécessite de la pratique. Tu ne te réveilleras pas un jour en étant imperturbable. Mais tu peux commencer à reconnaître quand tu te laisses emporter par ce que tu ne contrôles pas. Quand tu laisses l'extérieur avoir plus de pouvoir qu'il ne le devrait. La paix intérieure ne se construit pas en fuyant le bruit, mais en apprenant à ne pas l'absorber. Cela signifie arrêter de porter les problèmes des autres comme s'ils étaient les tiens. Arrêter de résister à ce que tu ne peux pas changer. Arrêter de dépenser de l'énergie à essayer de faire fonctionner tout à ta manière. Et commencer à te concentrer sur la seule chose qui est toujours entre tes mains, ton attitude, ta discipline émotionnelle, ta façon d'être présent au milieu du désordre. Parce que l'extérieur va changer toujours, mais si tu apprends à rester ferme, tu n'as plus besoin que rien te soutienne. Personne ne va te donner cette paix. Elle n'existe pas dans une phrase motivante, ni dans une retraite lointaine. Elle se construit ici, dans le quotidien, dans le difficile, dans le répétitif. Quand tu choisis de ne pas répondre immédiatement, quand tu décides de ne pas te battre contre l'inévitable, quand tu commences à vivre avec intention plutôt qu'avec réaction. Chaque choix est une brique, chaque limite est un mur solide, chaque acte d'auto-soin est une base plus solide. Et sans t'en rendre compte, un jour tu te retrouves à marcher en toi sans peur, sans bruit, sans tremblement, sans demander au monde de se taire pour pouvoir respirer. C'est la fin du scénario, mais pas de ton processus. Parce que tout ce que tu as entendu, tu peux l'ignorer ou l'appliquer. Tu peux continuer à réagir comme d'habitude, ou tu peux commencer à te construire à partir du centre. La décision n'est prise par personne d'autre que toi. Tu es face à ce choix en ce moment même. Soit tu te laisses emporter comme tant d'autres, soit tu choisis de vivre à partir d'un calme qui ne s'achète pas, qui ne s'explique pas, qui ne se feint pas. Un calme réel. Celui qui se gagne avec l'autocontrôle. Celui qui n'a plus besoin d'excuses. Celui qui naît lorsque tu décides enfin d'être maître de toi-même et de te mettre en priorité avant tout. Se réveiller sans direction, c'est comme lâcher la barre en pleine tempête. Peu importe à quel point tu as bien dormi, si en ouvrant les yeux tu ne sais pas qui commande dans ton esprit, tu as déjà commencé à perdre. Le bruit du monde n'attend pas. Il t'attaque dès que tu te réveilles. Des nouvelles inutiles, des comparaisons absurdes, des tâches en suspens qui ne finissent jamais, des gens qui exigent sans comprendre ce que tu portes. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas construit une armure interne avant de sortir sur le terrain, ce ne sera pas le monde qui te détruira. Ce sera toi qui te rendras sans résistance. Beaucoup commencent la journée sans se poser de questions, sans prendre le temps de décider quel type de présence ils veulent avoir dans leur propre vie. Ils laissent la première pensée les entraîner, le premier message dicter leur humeur, la hâte kidnapper leur volonté. Et ce désordre mental se transforme en anxiété, en fatigue émotionnelle, en un sentiment de vivre sans vivre. Le matin devient un champ de mine quand il n'est pas conçu avec intention. Cette vidéo commence là où tout change, dès la première minute de la journée. Ici, il ne s'agit pas de théories vides ni de phrases inspirantes. Ce que tu vas entendre, ce sont des principes stoïciens appliqués à la vie réelle. Des pratiques simples mais puissantes. Des actions concrètes qui t'apprennent à construire le calme avant le bruit, le contrôle avant le chaos et la direction avant de bouger. Parce que ce n'est pas un hasard si ceux qui dirigent leur journée avec discipline et clarté ne se brisent pas sous la pression externe. Ils s'élèvent au-dessus d'elle, restent jusqu'à la fin. Ce n'est pas une vidéo pour te sentir motivé un moment. C'est un guide pour créer des matins qui te préparent de l'intérieur, qui forgent ton tempérament et renforcent ton caractère. Nous allons construire dès le matin la version la plus solide de toi. 1. Honorer chaque matin ce que tu possèdes déjà. Un guerrier ne va pas au combat sans reconnaître ses armes. Et toi, chaque matin, tu te réveilles avec un arsenal que tu ignores. La vie, le corps que tu habites, les opportunités invisibles qui attendent ton regard,
les liens qui te soutiennent, même les batailles surmontées qui ont laissé des cicatrices, mais aussi de la force. Honorer ce que tu possèdes déjà, c'est regarder cet arsenal avec respect avant de bouger. Car celui qui ne remercie pas ce qu'il a, le transforme en poids mort. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, ni de répéter des phrases vides. C'est une décision consciente de ne pas commencer la journée par le manque, mais par la reconnaissance. Le stoïcisme n'a jamais parlé de chercher le bonheur à l'extérieur. Sénèque l'a bien dit, l'essentiel est déjà en toi. Il ne faut pas aller le chercher, il faut le réveiller. Lorsque ta première pensée de la journée est une plainte ou une urgence, tu conditionnes déjà ton esprit à se concentrer sur ce qui manque. Et un esprit entraîné à détecter les manques voit des problèmes même dans l'abondance. C'est pourquoi la première chose à cultiver chaque matin est une pause silencieuse pour observer et reconnaître ce qui reste. Le toit qui te couvre, l'esprit qui pense, le corps qui ressent, les leçons que tu as déjà intégrées. Tout cela t'appartient déjà. Ce que tu en fais dépend de toi. Beaucoup se lèvent en regardant ce qu'ils n'ont pas. Ils voient le téléphone, ils voient les réseaux, ils voient ce que les autres montrent et sentent que leur vie n'est pas à la hauteur. Et là commence la défaite. Avant même de s'habiller, ils se sentent déjà moins. Avant de parler, ils se sont déjà comparés. Avant d'agir, ils se sont déjà sabotés. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas un moment pour remercier ce qui est déjà là. La gratitude stoïcienne n'est pas un exercice superficiel, c'est une stratégie de guerre mentale. C'est reconnaître que même si le monde ne change pas, ton attitude peut le faire. Et cette attitude a le pouvoir de transformer la façon dont tu perçois et affrontes ce qui vient. Honorer ce que tu possèdes déjà ne signifie pas le conformisme. C'est avoir une clarté sur ton point de départ. Lorsque tu reconnais ce que tu as, tu utilises mieux tes ressources. Lorsque tu comprends que tu es aujourd'hui plus fort qu'hier, que tu as survécu à des choses qui t'auraient brisé auparavant, que tu as des outils que d'autres donneraient tout pour avoir, alors tu te tiens dans la journée avec une autre posture. Tu ne traînes pas les pieds, tu marches avec direction. Tu ne te lamentes pas, tu avances. Parce que tu sais déjà que tu ne pars pas du vide, mais d'une base construite avec effort, avec douleur, avec histoire. Cette habitude n'a pas besoin de rituels compliqués. Il suffit d'un moment de présence avant de regarder n'importe quel écran, avant d'écouter n'importe quelle voix extérieure. Demande-toi en silence, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'avais peut-être pas hier? Qu'est-ce qui me soutient même au milieu du chaos? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli qui semblait impossible hier? Et ne cherche pas de grandes réponses, cherche les vraies. Le corps qui respire encore, l'esprit qui pense encore, la volonté qui ne s'est pas encore rendue. C'est du pouvoir, c'est déjà en toi. Commencer la journée avec gratitude ne t'affaiblit pas, ça te focalise. Parce qu'une personne qui reconnaît sa valeur interne n'a pas besoin de compétition, ni de prouver quoi que ce soit, ni de se traîner pour obtenir validation. Et lorsque le monde essaiera de te pousser vers l'anxiété ou la plainte, tu te souviendras de ton centre. Tu te souviendras que le véritable luxe n'est pas ce que tu as à l'extérieur, mais ce que tu sais maintenir à l'intérieur. 2. Tracez le cours de la journée avant de vous lever. Il y a des décisions qui se prennent debout, mais les plus importantes se forgent avant de bouger un seul muscle. La journée ne commence pas lorsque vous ouvrez les yeux, mais lorsque vous décidez qui va diriger vos actions. Ce choix silencieux que beaucoup ignorent par habitude ou précipitation est celui qui sépare ceux qui dirigent leur journée de ceux qui sont entraînés par elle. Se réveiller n'est pas suffisant. Ce qui change le cours des choses, c'est de se réveiller avec intention. Le chaos extérieur n'attend pas votre préparation. Dès que vous sortez du lit, le monde va essayer de vous remplir d'exigences, d'interruptions, de tâches en attente, de stimuli. Si vous n'avez pas tracé votre direction, tout l'extérieur occupera cet espace vide. Et c'est exactement ce qui fait que des milliers de personnes vivent en mode automatique, réactive, à la dérive. Il ne s'agit pas d'écrire un plan détaillé, ni de poursuivre la productivité comme si c'était une médaille.
Il s'agit de ne pas donner votre énergie au premier bruit qui apparaît, de ne pas vous livrer automatiquement à ce que les autres attendent de vous sans vous être d'abord demandé « Que veux-je soutenir fermement aujourd'hui ?» Le stoïcien anticipe. Marc Aurèle ne commençait pas la journée sans préparer son esprit aux difficultés, aux égaux qu'il rencontrerait, à la fatigue qui arriverait, non pas par paranoïa mais par clarté. Parce que si vous savez déjà que quelque chose peut arriver, cela ne vous prend pas par surprise et ne vous emporte pas. C'est ce qu'on appelle la prévoyance. Et la prévoyance est une forme de pouvoir. Choisir votre approche avant de vous lever est comme ajuster la boussole avant de commencer à marcher. Le chemin peut changer, mais vous savez déjà où vous ne voulez pas aller. Certaines personnes se réveillent et se précipitent directement vers le téléphone, le courrier, les tâches en attente. Ils le font avec de bonnes intentions, mais sans conscience. L'urgent remplace l'important. L'immédiat annule le profond. Et il devient facile d'oublier ce qui a vraiment besoin de votre attention. Votre état mental, votre énergie émotionnelle, votre volonté. Tout cela a besoin de direction, pas seulement de mouvement. Parce que bouger sans direction n'est que de l'agitation, pas du progrès. Tracer le cours de la journée, c'est s'arrêter, même quelques secondes, pour se rappeler qui vous êtes. Quelle valeur voulez-vous soutenir? Quelle faiblesse allez-vous défier? Quelle limite allez-vous protéger? Vous pouvez le répéter dans votre esprit, vous pouvez l'écrire, vous pouvez simplement le visualiser. L'important est de ne pas vous livrer à la journée sans avoir choisi votre attitude. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et ils ne le feront presque jamais avec vos intérêts à l'esprit. Une personne qui prend cette décision à l'aube n'est pas quelqu'un qui est contrôlé par l'environnement. C'est quelqu'un qui prend des décisions même sous pression, qui ne perd pas de temps avec l'inutile, qui sait quand s'arrêter et quand agir. Cette clarté qui semble invisible est celle qui fait la différence entre une journée gaspillée et une journée pleine de sens. Entre quelqu'un qui réagit à partir de la fatigue et quelqu'un qui répond à partir du caractère. Chaque matin est une occasion de construire du caractère, mais il ne se construit pas à mi-journée. Il se construit dans les premières minutes, quand tout est silencieux, quand rien ne vous demande encore. C'est là que la racine est plantée. C'est là que se forme la posture interne avec laquelle vous allez affronter tout ce qui vient ensuite. Et si ce moment est respecté, si cette intention est établie, le reste de la journée cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile. 3. Activez le corps pour allumer l'esprit. L'esprit est comme une torche éteinte dans une grotte, plein de potentiel, mais inutile s'il n'est pas allumé. Et le feu qui le réveille ne naît pas de la pensée, mais du mouvement. Le corps est cette étincelle qui active tout. Lorsqu'il est endormi, lourd, lent, il entraîne également la clarté, la concentration et la volonté. Mais quand il se met en mouvement, quelque chose change. Non seulement le sang circule, mais aussi l'énergie, la motivation et le contrôle. Celui qui bouge son corps tôt ne le fait pas seulement pour être en forme. Il le fait parce qu'il a compris que l'état physique est la base de l'état mental. Beaucoup sous-estiment cela. Ils pensent qu'il suffit de se lever et de marcher jusqu'à la salle de bain, que bouger un peu entre les tâches compte comme activation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de respecter une routine, mais de préparer le terrain intérieur à partir de l'effort. Le corps a besoin d'efforts pour se réveiller de la léthargie, pour oxygéner la pensée, pour produire cette tension positive qui active la volonté. Et il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un athlète, il suffit de s'engager dans le mouvement. Quelques minutes d'exercice, une promenade consciente, des étirements en silence. N'importe quoi qui te rappelle que tu as un corps qui répond, qui est vivant, qui est ton outil pour affronter ce qui vient. Le stoïcisme n'ignore pas le corps. Au contraire, il l'honore. Épictète parlait de l'entraîner non seulement pour la résistance physique, mais pour forger la discipline. La douleur, l'inconfort, la fatigue ne sont pas des ennemis du stoïque, ils sont ses alliés. Ce sont eux qui lui apprennent à maintenir le caractère même lorsque le corps tremble, parce que chaque goutte de sueur, chaque muscle tendu, chaque respiration haletante
est un acte de réaffirmation. Je suis ici, je bouge, je me renforce. Et ce message est également reçu par l'esprit. Il se sent capable, il se sent vivant, il se sent ferme. Celui qui bouge au réveil a plus de contrôle sur ses pensées. On le voit dans l'attitude, dans la réponse au stress, dans la façon de parler, même dans l'énergie qu'il projette. Parce que le corps influence directement la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Une posture ferme change ta perspective. Un cœur accéléré par l'exercice peut réduire l'anxiété qui t'attaquerait ensuite avec force. Et le plus important, cette action matinale te prouve à toi-même que tu peux faire quelque chose de difficile avant que le monde ne te le demande. Il ne s'agit pas de devenir esclave de la performance physique, il s'agit d'utiliser le corps comme un outil de réveil. Parce que lorsque tu l'utilises, lorsque tu le bouges avec intention, l'esprit s'aligne, le bruit diminue, les idées se mettent en ordre, les émotions perdent leur intensité. Ce qui semblait urgent se met à sa place. Ce qui semblait lourd devient gérable. C'est un effet domino interne. Tu bouges le corps, tu nettoies l'esprit, tu actives la respiration, tu régules l'émotion. Tu fais face à la fatigue, tu renforces ton caractère. Cette habitude n'est pas négociable, parce que celui qui commence la journée sans activer son corps, la commence dans la passivité. Et la passivité est un terrain fertile pour le doute, l'apathie et le désordre. En revanche, lorsque tu prends le contrôle physique dès le matin, tu envoies un message au reste de toi. Nous allons agir, nous allons nous soutenir, nous allons résister. Même si la journée est difficile, même si des coups arrivent, même si c'est dur, parce que tu l'as déjà prouvé en commençant. Bouger le corps n'est pas seulement une question de santé, c'est une déclaration. C'est le moment où tu te dis « Je ne suis pas ici pour me laisser porter. Je suis ici pour répondre avec présence, pour vivre avec force, pour penser avec clarté. » 4. Filtrez ce que votre esprit reçoit au réveil. L'esprit fraîchement éveillé est comme un terrain fertile, juste avant la semence. Ce que vous y mettez dans les premières minutes va croître tout au long de la journée, pour le meilleur ou pour le pire. Si vous semez du bruit, de l'anxiété, des comparaisons, des plaintes et des distractions, n'espérez pas de clarté plus tard. Si vous plantez de l'intention, de la tranquillité, de la présence et de la direction, alors votre journée aura des racines solides. Le problème n'est pas seulement ce qui entre, mais ce qui entre en premier reste. Il s'installe, dirige votre attention, altère votre état émotionnel et conditionne vos décisions. Les gens sous-estiment la vulnérabilité mentale qui existe au réveil. Ils se lèvent, débloquent leur téléphone et ouvrent un réseau social avant même d'avoir pris une respiration consciente. Ils se précipitent pour lire des nouvelles pleines de tragédies, pour voir des images qu'ils n'ont pas demandées, pour absorber l'anxiété des autres comme si elle était la leur. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent agités, pourquoi ils ont du mal à se concentrer, pourquoi ils sont irritables, sans raison. Ils ne voient pas cela venir parce qu'ils l'ont normalisé. Mais la vérité est que l'information que vous consommez est aussi la nourriture de votre esprit. Et tout ce qui nourrit ne nourrit pas. Certains contenus intoxiquent, d'autres vous volent votre concentration, votre énergie, votre paix. Le stoïcien comprend cela clairement. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté du monde, mais de choisir avec sagesse ce que vous permettez d'entrer lorsque vous êtes le plus exposé. Marc Aurèle parlait du pouvoir que les pensées ont à déterminer la qualité de la vie. Mais ces pensées ne surgissent pas du néant. Elles sont construites en partie avec ce que vous consommez. Filtrer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est mettre une barrière consciente entre vous et ce qui n'apporte rien. C'est protéger votre esprit avec la même rigueur avec laquelle vous protégeriez votre espace physique si vous saviez que quelqu'un essaye de l'envahir. Chaque matin devrait avoir une sorte de quarantaine mentale. Une courte période pendant laquelle vous décidez fermement ce que vous n'allez pas voir, ce que vous n'allez pas lire, ce que vous n'allez pas écouter. Parce que ce qui semble inoffensif, ce message, ce post, cet audio qui arrive à peine vous vous réveillez, peut modeler votre énergie sans que vous vous en rendiez compte.
Un mot mal dit, une comparaison déguisée en motivation, une attente irréelle que quelqu'un publie comme si c'était la norme. Tout cela perce votre centre si vous n'êtes pas vigilant. Et commencer la journée contaminée n'est pas quelque chose qui se corrige avec une belle pensée plus tard. Ce qui entre en premier donne le ton à tout le reste. Filtrer signifie aussi choisir ce que vous voulez permettre. Une lecture brève qui vous inspire, une pensée qui vous rappelle qui vous êtes, une phrase qui vous ancre dans le présent. Peut-être juste respirer en silence, observer sans juger, se connecter avec le corps, sans distraction. Ce sont de petites décisions, mais leur impact est disproportionné, parce qu'elles établissent un cadre de stabilité avant que le monde n'essaie de vous pousser vers le chaos. Ce n'est pas facile. Cela nécessite de rompre avec des habitudes qui se répètent depuis des années. Cela nécessite de regarder son téléphone et de décider de le laisser de côté. Cela nécessite de résister à la tentation de vous remplir de choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Mais celui qui y parvient gagne, parce qu'il garde le contrôle là où les autres le perdent, parce qu'il ne laisse pas son esprit être modelé par le bruit, mais le modèle avec intention. Et c'est avoir un avantage. C'est jouer la journée depuis le centre, pas depuis la périphérie. Votre esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut jeter son contenu. C'est un espace sacré qui définit votre perception, votre état émotionnel et votre comportement. Celui qui le protège dès le début se renforce de l'intérieur. 5. Pratiquez le silence comme premier acte de la journée. Les grands tremblements de terre ne commencent pas par du bruit, mais par une vibration subtile, à peine perceptible, qui change tout de fond en comble. C'est ainsi que commence aussi le chaos interne, non pas par des cris, mais par une accumulation invisible de stimuli, d'exigences et de pensées qui se bousculent à peine réveillées. C'est pourquoi pratiquer le silence comme premier acte de la journée n'est pas seulement une pause, c'est une déclaration. C'est mettre un frein à ce tremblement mental avant qu'il ne devienne une secousse. C'est avoir le courage de ne pas courir, de ne pas répondre, de ne pas remplir le vide par du bruit, mais de le soutenir par la présence. Le silence met beaucoup de gens mal à l'aise parce qu'il les oblige à être avec eux-mêmes. Parce que dans le silence, il n'y a pas de distraction, il n'y a que toi et tes pensées. Et cela, si on ne s'est pas entraîné, peut sembler insupportable. Mais le stoïcien voit dans ce premier silence une opportunité de contrôle, de connexion, de clarté. Marc Aurèle n'avait pas besoin de 1000 voix pour commencer sa journée, il avait besoin de s'écouter sans interférence. Épictète ne demandait pas de motivation externe, il s'asseyait dans son propre calme et décidait de là. Parce que celui qui commence en silence commence en puissance. Cette habitude ne consiste pas à méditer comme une mode. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour penser joliment, ni de fermer les yeux pour échapper au monde. Il s'agit de permettre au corps et à l'esprit de s'aligner avant d'agir. De ne pas parler aux autres avant d'avoir parlé avec toi. De ne pas passer un appel sans avoir fait une pause auparavant. Parce que dans cet espace sans mots, sans écran, sans demande, quelque chose de rare et de précieux émerge. La conscience. Pratiquer le silence te montre à quelle vitesse ton esprit veut courir. Dès que tu ouvres les yeux, des tâches en attente, des souvenirs, des peurs, des comparaisons surgissent. Tout cela apparaît sans avoir touché quoi que ce soit d'externe. Et si tu ne le regardes pas en face, si tu ne le reconnais pas, il va te traîner en automatique pendant le reste de la journée. Mais si tu fais place au silence, tu le vois. Et en le voyant, il ne te domine plus. Tu peux choisir. Tu peux séparer le réel de l'imaginaire, l'important de l'urgent, ce dont tu as besoin de ce qui n'occupe que de l'espace. Le silence affine aussi l'écoute. Et je ne parle pas d'écouter les autres, mais de t'écouter toi. Comment te sens-tu vraiment? Quelle partie de ton corps porte de la tension? Quelle émotion se profile sans être nommée? Ces signaux qui se perdent dans le bruit se révèlent dans le silence. Et celui qui les voit se comprend. Et celui qui se comprend se dirige avec plus de clarté, parce qu'il n'agit pas à partir de la confusion, mais à partir du centre, d'une vérité interne qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement respectée.
De plus, le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est aussi une posture mentale. Ne pas répondre tout de suite, ne pas réagir au premier stimulus, ne pas dire la première chose qui vient à l'esprit. C'est une façon de freiner l'impulsion, de gagner de précieuses secondes, là où d'autres n'ont que des réactions. Et ces secondes font souvent la différence entre une erreur et une décision consciente, entre une dispute inutile et une limite bien posée, entre une journée qui déborde et une journée qui se tient. Cette habitude n'a pas besoin d'une heure, elle a juste besoin d'intention. Cela peut être 5 minutes assis sur le bord du lit. Cela peut être quelques pas sans musique, sans distraction. Cela peut être des respirations profondes avant toute parole. L'essentiel est que tu choisisses de commencer en silence, que tu ne te lances pas dans le monde sans être regardé à l'intérieur. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Protéger son moral contre le bruit extérieur. Un mur ne se construit pas lorsqu'on lance déjà des flèches. Il se dresse avant, en prévision des attaques. Le moral fonctionne de la même manière. On ne le protège pas quand le monde crie déjà, quand les critiques arrivent, quand la hâte frappe. On le protège à l'aube, quand tout est silencieux et que tu peux encore décider comment tu veux réagir à ce qui vient. Celui qui ne protège pas son état émotionnel tôt vit exposé, vulnérable, manipulable. N'importe quel regard le fait s'effondrer, n'importe quel mot le déstabilise, n'importe quel petit problème le transforme en tragédie. Protéger son moral ne signifie pas devenir froid ou déconnecté, cela signifie ne pas donner le contrôle aux circonstances. Parce que l'environnement, sans demander la permission, va essayer de modeler ton état interne. Tu vas voir des visages amers, tu vas entendre des plaintes, tu vas recevoir des messages chargés d'urgence ou de colère. Et si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu vas absorber tout cela comme une éponge. Tu vas agir à partir de l'étranger, réagir à partir de l'émotion de quelqu'un d'autre, te perdre dans des dynamiques que tu n'as pas choisies. Et quand cela arrive, ce n'est plus toi qui vis ta journée. C'est le monde qui décide comment tu dois te sentir. Les stoïciens ne niaient pas les émotions, mais ils les dirigeaient. Ils n'étaient pas immunisés contre le bruit extérieur, mais ils entraînaient leur intérieur pour que ce bruit ne pénètre pas sans contrôle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même que ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'opinion que nous formons à ce sujet. Ce principe n'est pas une belle théorie, c'est une pratique de défense mentale. Parce que chaque matin, tu peux décider si ton état d'esprit va dépendre des autres ou va émerger de toi. La protection se construit avec conscience. Dès le premier moment, au réveil, tu dois te demander quel type d'énergie tu vas protéger. Si ton calme est négociable, on te l'enlèvera. Si ton focus dépend de l'environnement, tu le perdras. Si ton estime de toi est soutenue par l'approbation externe, toute critique te brisera. C'est pourquoi cette habitude consiste à préparer le terrain émotionnel avant de sortir dans le monde. Choisir quelles pensées tu vas renforcer, quelles limites tu vas maintenir, quelles intentions tu vas prioriser. Tout cela crée une barrière invisible qui n'isole pas, mais protège. Il y a des jours où l'environnement devient un champ de bataille émotionnelle. Des personnes qui arrivent avec de la frustration, des situations qui escaladent sans logique, des urgences déguisées en importance. Et si tu n'es pas préparé, tu deviens la victime de ce courant. Mais si tu as protégé ton moral dès le début, tu peux observer sans absorber. Tu peux écouter sans réagir. Tu peux être présent sans te perdre. C'est là la véritable force, non pas celle qui s'impose, mais celle qui se maintient au milieu de la tempête. Cette protection ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est un exercice constant, une décision quotidienne. Il commence par de petites actions. Éviter l'exposition à du contenu négatif dès le réveil, répéter une affirmation qui te rappelle ta direction, écrire une idée qui te ancre, visualiser la fermeté avec laquelle tu vas bouger. Ce sont des gestes simples, mais ils forment un mur interne qui résiste quand d'autres s'effondrent. Et ce mur n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est du focus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Parce que ton état d'esprit n'est pas un luxe, c'est ta base.
De là, tu prends des décisions, tu soutiens des conversations, tu interprètes le monde. Et si cette base est faible, tout ce que tu construis pendant la journée tremble. Mais si elle est forte, tu peux avancer même quand tout bouge. Protéger son moral n'est pas se fermer au monde, c'est s'ouvrir à partir d'un lieu de force. 7. Transformer le matin en un rituel de force. Les guerriers ne se forgent pas au milieu de la bataille, ils s'entraînent dans la répétition silencieuse de leurs actes. C'est ainsi que se construit également la force intérieure, dans ce que vous faites, sans que personne ne vous voie, dans les petites décisions que vous répétez chaque jour au réveil, lorsque le monde ne vous réclame pas encore. Le matin peut être votre arme la plus puissante ou votre point le plus faible. Tout dépend de si vous le transformez en un rituel qui vous renforce ou si vous le laissez au hasard, comme un espace sans direction qui ne se remplit que de bruit, de précipitation et de distraction. Beaucoup se réveillent et la première chose qu'ils font est de se livrer au désordre. Ils n'ont même pas posé les pieds sur le sol et ils sont déjà en train de réagir. Au téléphone, aux tâches en attente, aux messages, à l'anxiété d'être en retard, sans savoir par rapport à quoi. Ils n'ont pas respiré, ils ne se sont pas situés, ils n'ont pas choisi comment ils veulent se présenter à la journée. Et cela a un prix. Car celui qui ne dirige pas son matin perd de la force avant de commencer. Le stoïcisme ne vous demande pas la perfection, il vous demande l'intention. Marc Aurèle écrivait chaque matin, non par vanité, mais pour se rappeler ce qui était important. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre la vertu, il faut la pratiquer. Et le matin est le meilleur moment pour cela. Parce que dans ce premier tronçon de la journée, lorsque vous n'avez pas encore été contaminé par l'extérieur, vous pouvez décider avec clarté, vous pouvez établir votre ton, votre énergie, votre direction. Et si vous le faites de manière répétée, cela devient une partie de vous. Un rituel de force ne consiste pas à suivre des règles étrangères, mais à construire votre propre schéma de préparation. Il ne s'agit pas de remplir votre temps avec des tâches vides, mais de maintenir des habitudes qui renforcent votre identité. Se lever avec présence, boire de l'eau avec attention, bouger avec intention, respirer sans distraction, écrire ce que vous voulez garder à l'esprit, visualiser votre approche de la journée. De petits actes qui, répétés avec engagement, créent une structure solide en vous. La différence entre une personne qui répète ses actes chaque matin et une personne qui improvise constamment est abyssale. Parce que lorsque le monde exige, lorsque le conflit arrive, lorsque la pression apparaît, celui qui a renforcé son rituel ne vacille pas. Il a des ancres internes, il a de la clarté. Il ne s'effondre pas face à l'inattendu parce qu'il a déjà entraîné la constance. Et cette constance se cultive lorsque personne ne vous applaudit, lorsque personne ne vous observe, lorsque vous êtes seul avec votre volonté. Celui qui transforme son matin en un rituel ne dépend pas de la motivation. Il comprend que vous n'aurez pas toujours envie, mais vous pouvez avoir de l'engagement. Et cet engagement est ce qui façonne le caractère. Non pas parce que le rituel est confortable, mais précisément parce qu'il vous exige. Il exige du respect pour vous-même. Il exige de vous prioriser. Il exige que vous vous leviez même lorsque votre esprit cherche des excuses pour repousser. Et en le faisant, chaque jour, vous devenez plus fort, plus clair, plus difficile à briser. Aucun rituel n'est magique, mais tous les rituels conscients sont transformateurs. Parce qu'ils sont des décisions qui renforcent qui vous êtes et vous préparent à ce que vous allez affronter. Et lorsque vous décidez de les répéter avec discipline, même les mauvais jours, même lorsque tout pèse, vous dites sans mots, peu importe ce qui arrive, je me prépare déjà depuis avant. Et c'est ce qui différencie celui qui réagit de celui qui dirige sa journée. 8. Exercer la volonté avec discipline dès le début. Rien ne pèse plus que l'inertie de l'inaction. Ce moment où tu sais ce que tu dois faire mais tu hésites, tu le repousses, tu le négocies avec toi-même jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. La plupart perdent la bataille de la journée dans ces premières minutes, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais parce qu'ils n'ont pas entraîné leur volonté à s'imposer au corps, à l'esprit paresseux, au désir de confort. Exercer la volonté dès que tu ouvres les yeux est une déclaration silencieuse.
Je ne vais pas vivre cette journée depuis le désir ni depuis l'émotion du moment. Je vais la vivre depuis le choix conscient, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça me dérange. La volonté n'apparaît pas seule. Elle n'arrive pas par inspiration ni ne tombe du ciel. Elle se forge, et elle se forge tôt, quand personne ne t'oblige, quand personne ne t'exige, quand tu pourrais facilement choisir la facilité, mais tu choisis ce qui est correct. C'est ça la discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'as pas envie. Et cette discipline, loin d'être une prison, est le seul véritable chemin vers la liberté. Parce que lorsque tu t'entraînes à te dominer toi-même, tu cesses d'être la victime de tes excuses, de tes impulsions, de tes états émotionnels volatiles. Les stoïciens le savaient très bien. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux. Elle est de pouvoir te refuser ce que tu sais qui t'affaiblit. Marc Aurèle parlait de commencer la journée comme un soldat à son poste, sans plainte, sans drame. Épictète enseignait que si tu ne peux pas te contrôler même dans les petites choses, n'espère pas avoir le contrôle dans les grandes. Parce que tout commence dans le minimum. Te lever à l'heure que tu as décidé, ne pas toucher le téléphone si tu as dit que tu ne le ferais pas, faire le mouvement que tu t'es promis, respecter l'habitude même si personne ne la voit. Chaque fois que tu tiens une promesse avec toi-même, aussi petite soit-elle, tu envoies un message à ton esprit. Je suis fiable, je suis capable, je ne cède pas à la première gêne. Et ce message, répété chaque matin, construit une identité solide, stable, résistante. Alors que d'autres vivent dans le cycle des excuses et de l'auto-apitoiement, tu construis du caractère. Et ce caractère se remarque dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu restes ferme, dans la façon dont tu choisis ce qui te rend fort, pas ce qui te fait te sentir bien un moment. Le matin n'est pas seulement un moment de la journée, c'est le champ d'entraînement de ta volonté. C'est le scénario où tu décides si tu vas être esclave de tes désirs ou leader de ta propre vie. Et tu le décides avec des actions concrètes, pas avec des intentions vagues, pas avec des phrases inspirantes, mais avec une vraie discipline. Celle qui agit sans attendre de récompense immédiate, celle qui accomplit même si personne n'applaudit, celle qui se maintient même quand tout en toi veut lâcher. Et si tu y parviens, si tu deviens quelqu'un qui exerce sa volonté dès la première minute de la journée, alors le reste devient plus gérable. Les défis ne disparaissent pas, mais tu ne les affrontes plus depuis la faiblesse. C'est le message que je veux que tu gardes. Un matin stoïcien ne s'agit pas d'avoir du temps libre, ni de vivre sans stress. Il s'agit de choisir consciemment ce que tu fais dans les premières heures de la journée. Parce que c'est là que se définit qui va diriger, toi ou le chaos. Et si c'est toi qui décides, qui agis, qui te tiens avec intention, alors peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu es déjà préparé. Parce que la journée n'est pas dominée par celui qui la survit, mais par celui qui la confronte avec un esprit ferme, un corps éveillé, des émotions en équilibre et une volonté active. C'est le véritable avantage, c'est la véritable liberté. Et ça commence maintenant, avec toi, au réveil.